Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Comme d'habitude, je suis Sid, accompagné de notre chère Kira. Comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine ? Dis-nous tout, Kira. Bonjour à tous, ça va très bien. J'ai eu une semaine intense au niveau allergie au pollen et niveau travail, du coup je n'ai pas fait grand-chose. J'ai surtout fait mon test de la semaine en fait. Je continue à jouer à un autre jeu que j'ai prévu en test pendant 15 jours, donc je ne vais pas vous le spoiler. Et je continue la série Spin City, doucement mais sûrement. Que tu adores. Que j'adore, bien sûr. Moi, j'arrête de parler de Zelda. Je vais pas redire que je continue à jouer à Zelda, ça tout le monde le sait. Non, j'ai fini la saison 3 de Ted Lasso, qui a priori est la saison finale. Donc une série sur Apple TV+, qui est franchement génialissime. Donc je la recommande à tout le monde, c'est très touchant. Je continue aussi Silo sur Apple TV. Là, je suis vraiment en mode série sur la plateforme d'Apple, donc c'est vraiment cool. Ah, c'est vrai que cette plateforme est quali. Ouais, elle est vraiment quali. Et en jeu, figure-toi, Kira, je vais t'étonner. J'ai commencé, il fallait que je sache à quoi ressemblait le jeu Destiny, et j'ai lancé un petit peu Destiny pour voir ce que ça donnait, même si je suis pas du tout jeu à service. Et c'est vrai qu'il y a une DA quand même qui est assez très folle. beau. Le jeu est très joli. Ouais, vraiment, ouais. Si c'était pas un jeu à service, c'est un jeu que je ferais. Ah, j'en doute pas, parce qu'en plus, un peu space opéra comme ça, c'est vraiment ta came. Oui, c'est vrai. Un peu la Mass Effect. Alors, dis-nous un petit peu le programme de cette semaine. À quelle sauce nos auditeurs seront mangés ? Alors, cette semaine, on va parler de Netflix qui recrute. On va parler de la suite du remake de Final Fantasy VII. On va refaire un petit point sur Redfall. On va repasser par Ratchet & Clank, la série Yakuza. Enfin, il y a pas mal de petites choses sympatoches, de grosses licences, on va dire. Derrière, le test de la semaine, ça sera Planet of Lana, qui est sorti sur Xbox. Et pour finir, en sujet hors sujet, le manga Frieren. Bah go, c'est parti. C'est parti. Commençons les news avec Netflix. Donc non, je ne vais pas vous parler de l'arrêt du partage de comptes comme tout le monde, on va parler de jeux vidéo. Et tiens-toi bien mon cher Kira, tu l'as dit dans l'intro, Netflix recrute massivement pour sa branche gaming. Parce que oui, Netflix, on a tendance à l'oublier, et moi le premier, que c'est aussi du jeu vidéo. Et j'ai pioché quelques petites pépites quand même qu'il y a dans le catalogue, des choses que tu adores Kira, comme... Tortue Ninja Shredder's Revenge, excellent jeu quand même, dont tu es un très très grand fan, qui est dispo sur Netflix, faut le savoir. Il y a Le Soldat Inconnu, dont on est fan tous les deux, un jeu très poignant sur la Grande Guerre. Ouais, j'ai fait la suite sur Netflix justement. Il y a Terranil, un petit jeu de développement un peu à la STR, où on développe la nature, les bâtiments sur une telle un petit peu stérile, qui est un très très bon jeu. Il y a Reigns, un des meilleurs roguelikes mobiles dont je suis grand fan. Into the Breach aussi, jeu de stratégie de mecha qui est absolument brillant. Enfin bref, tout ça pour dire que il y a encore d'autres choses, Stranger Things, Tomb Raider, mais bon, je vais pas tout citer. Mais tout ça pour dire que Netflix a investi ces derniers temps massivement dans leur catalogue de jeux, bien qu'encore une fois, que je trouve qu'en termes de visibilité, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, Netflix, je fais toujours pas le rapprochement avec le jeu vidéo. Surtout, c'est pas mis en avant en fait. C'est vrai que pour Le Soldat Inconnu, la suite, je savais que c'était sorti dessus. C'est comme ça que j'ai pu le faire et que je l'ai téléchargé, mais je suis allé fouiller en fait pour le trouver. C'est pas vraiment mis en avant en fait. Donc, même dans leur campagne de pub. Là, ils ont beaucoup parlé du partage de comptes, etc. Enfin, c'est des choses qu'il faut profiter pour mettre ça en avant, communiquer même à la télé, les pubs sur YouTube, etc. Enfin bref, je trouve que c'est dommage. Mais en tout cas, ils ont recruté récemment un grand nom du jeu vidéo, donc qui est... toujours, citer les noms, c'est compliqué parce qu'on a peur d'écorcher, c'est Ralph Grassetti. Donc, il avait quitté Santa Monica, donc le studio de PlayStation qui est immensément connu, il y a quelques dizaines de jours à peine, et on savait pas ce qu'il faisait. Et finalement, ça y est, c'est tombé cette semaine. Il est recruté par Netflix. Donc, il a travaillé notamment sur Killzone, Infamous, les God of War. Enfin bref, c'était devenu quand même un personnage un petit peu central du dispositif. Et il rejoint une équipe où il y a 3 autres personnes qui sont vraiment... les 3 autres grands noms qui ont travaillé pour Overwatch, sur Overwatch, Gears of War, Halo, Destiny. Enfin bref, tu vois que Netflix sont vraiment en train de continuer donc investir dans le gaming, investir aussi dans du savoir-faire, dans des ressources humaines qui sont
voilà, avec une belle valeur ajoutée et pour développer des exclusivités. On sait déjà qu'ils en ont commandé auprès d'Ubisoft, mais là, leur but, c'est de développer un triple A pour la plateforme. Et ça, je pense que c'est bien. Parce qu'au lieu d'investir dans des jeux que tout le monde a déjà partout, soit sur Steam, soit sur nos consoles, au moins là, ils vont produire du contenu exclusif sur lequel ils pourront communiquer plus facilement. Oui, c'est une bonne idée. Ça peut permettre de leur ouvrir un autre business en plus, quoi. En espérant qu'ils parasitent pas autant que dans le cinéma ou dans les séries télé. Car le cahier des charges Netflix est quand même un peu particulier, disons. Mais oui, c'est un talent qui arrive chez eux. C'est quelqu'un qui a travaillé en plus sur d'autres jeux, comme Killzone, Infamous par exemple, ou même au niveau de la direction artistique, je sais pas si tu te souviens, il avait fait un jeu qui était pas terrible, mais la DA était folle, ça s'appelait The Order. Ah oui, oui, je vois, 1886 ou un truc comme ça. C'est ça, et c'était justement cette personne qui était responsable du design en fait, de la DA du jeu. Il est bon, hein. Donc c'est un bon, hein, ça là-dessus, il y a pas photo, donc à voir ce que ça va donner derrière en travaillant avec Netflix. Espérons que les jeux qui sortent soient meilleurs que la série animée Senseiya sur Netflix, qui était atroce. Ou la série télé Resident Evil. Ils ont, en plus, non, ils ont pas que des succès, c'est vrai. Alors je t'ai trouvé une petite news spécialement pour toi qui va te plaire en fait. On va parler de la suite de FF7 Remake en fait, donc la deuxième partie Final Fantasy VII Rebirth. Qui devrait sortir prochainement, mais qui se fait attendre, et surtout on n'a pas beaucoup de news en fait sur le jeu, donc il y a eu une micro news qui est tombée, donc je me suis dit je vais en parler. Donc Square Enix, qui est actuellement en pleine promo de Final Fantasy XVI, c'est leur cheval de bataille actuel, prennent aujourd'hui la parole avec une déclaration de, alors attendez, Yoshinori Kitase, alors je pense que j'ai géré quand même, non, afin de rassurer sur le développement du jeu. Donc ils indiquent tout simplement que le studio n'accuse aucun retard sur le développement, mais ils doivent encore déterminer une date de sortie exacte pour le titre. En somme, Square Enix ne veut pas annoncer la date trop tôt pour ne pas parasiter le lancement de Final Fantasy XVI. Certaines rumeurs parlent d'une conférence surprise pour cet été. Le jeu pourrait également apparaître au Summer Game Fest, donc à voir. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense pas que ce titre sortirait sur cette année fiscale. À mon avis, ils vont plutôt faire ça pour l'année prochaine, parce qu'ils ont déjà Final Fantasy XVI qui sort cette année, qui risque d'être un gros succès. Donc sortir deux bombes atomiques dans la même année, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, je pense. Je suis de ton avis, parce que déjà tu le disais, en effet le jeu il est plutôt discret, mais pour moi c'est normal, parce que là ils misent tout sur Final Fantasy XVI, ils voient que la hype en plus a bien pris, donc il faut, voilà, là la période est à Final Fantasy XVI, donc même annoncer une date proche de Final Fantasy VII Rebirth, je pense qu'il faut vraiment attendre la sortie d'FF16 qui s'installe, que tout le monde commence à l'acheter en masse, etc. pour communiquer. Moi j'espérais en effet le voir au Summer Game Fest, le jeu avec une petite date de sortie, mais pour moi tu l'as très bien dit, la fenêtre de titre, elle est à FF16 et jusqu'à la fin d'année, pareil, je suis encore une fois de ton avis, je pense pas que le jeu sorte, ça fera une très grosse sortie pour l'année prochaine. Surtout que sur la durée de vie des jeux, en fait, donc le jeu sort Day One, les gros fans les achètent dès la sortie, ils vont le payer plein tarif, et souvent 6 mois, 8 mois après, donc pour des gros titres comme cela, pour d'autres c'est beaucoup plus rapide, Frostpoken, les jeux baissent de prix, en fait, généralement 20-30 € de moins, ce qui donne un second souffle en fait et qui permet d'allonger considérablement la durée de vie, quoi. Donc s'ils sortaient le FF7 Rebirth au mois de décembre par exemple pour profiter des fêtes de Noël, ça serait en fait se couper de la baisse de prix potentielle pour les fêtes de FF16, donc c'est pas vraiment le bon mood marketingment, on va dire. Oui, et puis les bundles, pour les fêtes, il y aura des bundles. Enfin, tu l'as toi-même acheté, le bundle FF16 et PS5. Enfin voilà, l'année est une année pour Square Enix, à mon avis, sur Final Fantasy XVI. Et boudons pas notre plaisir. Toi comme moi, on est chaud patate. Oui, c'est clair. Et pourtant, c'est vrai que je sais que je ne suis pas fan de Final Fantasy de base, donc c'est dire à quel point là, je suis enthousiaste. Restons dans l'enthousiasme avec Redfall. Non, évidemment, je plaisante. Mais je vais redonner un petit peu de contexte parce voilà, Redfall, on en a beaucoup parlé. Les langues commencent à se évidemment délier avec les sorties, le bad buzz, etc. Donc pour les auditeurs qui connaissent pas Redfall, je vais redonner un tout petit peu de contexte. Donc c'est un jeu qui a été développé par un studio en plus français, le studio est français, mais c'était la branche d'Austin qui a développé ce jeu, à qui on doit des bons jeux. Moi, il y a Dark Messiah, un ancien jeu que j'avais adoré. Might and Magic, j'avais adoré. Je suis grand fan, je crois que c'est mon jeu préféré d'Arkane. Il y avait Dishonored, Bioshock 2, où ils avaient fait que le level design, mais ils avaient participé à Bioshock 2. Ils ont fait Deathloop, Prey. Enfin bon,
un studio qui s'est toujours démarqué par la qualité de ses jeux, mais malheureusement qui ira pas toujours par les ventes. Mais bon, ça c'est... C'est vrai que l'immersive sim, c'est dur à commercialiser parce que c'est dur aussi à expliquer aux joueurs ce que ça va être en fait. Est-ce que c'est un jeu d'action ? Bah non. Est-ce que c'est un jeu d'exploration ? Alors oui, mais non, pas forcément. Enfin, il y a beaucoup de nuances en fait, qui fait que beaucoup de gens s'attendent à un type de jeu qui est un jeu de niche en fait. Hein. Donc, je suis le premier client de ce genre de jeu, mais c'est vrai que expliquer un immersive sim au grand public, c'est devenu assez compliqué, surtout dans une pub ou dans un flyers ou même un test. Ouais, complètement. Donc c'est un studio qui s'est forgé une belle réputation. Donc quand ce studio annonce Redfall, forcément il y a de l'engouement, il y a de l'intérêt, parce qu'on sait qu'ils font quelque chose de très quali. Et en plus, le jeu profite du rachat de ZeniMax par Microsoft. Donc ZeniMax qui est la maison mère d'Arkane. Et gros coup marketing de Microsoft qui l'annonce comme son gros jeu first party de début de cette année. Donc vraiment la machine est lancée. Sauf que très rapidement c'est la douche froide. Donc c'est, vous l'avez sans doute vu, c'est un jeu avec l'ambiance avec des vampires, etc. Dispo dans le Game Pass. Et ce jeu est un échec pour une fois critique. Là où, encore une fois, Arcane avait habitué à des jeux de très très bonne facture. Donc, par l'intermédiaire de Jason Schreier qui travaille à Bloomberg, donc encore une fois, Bloomberg, on sait que c'est des sources qui sont plutôt fiables, donc je parlerai quand même au conditionnel, mais il y a de fortes chances quand même que ce qui annonce est vrai. Oui, généralement Bloomberg. Oui, voilà, enfin tous les deux on cite souvent ce site-là Bloomberg comme source. Et donc ils ont publié un article cette semaine qui expliquait que l'échec finalement critique de Redfall n'est finalement pas dû au hasard. Déjà, c'est un projet qui a été commandé par ZeniMax, où ils ont demandé à ce studio Arcane de faire un jeu multijoueur à service avec des achats en ligne, donc de cosmétiques, ce genre de choses. Ce qui n'est pas forcément, enfin tu l'as dit Kira, tu parlais d'immersive sim, des jeux plutôt solo, c'est pas du tout dans leur ADN de créer des jeux comme ça. Exactement. Petite dissonance déjà entre le savoir-faire de ce studio et le rendu final du jeu. Donc ça nous positionne en 2018 et ce jeu à service était justement une façon pour ZeniMax de se vendre auprès de Microsoft pour justement faciliter le rachat. Et par rapport à ces changements d'orientation, par rapport à ce que ça fait Arcane, ça a créé des troubles. Donc il y a a priori beaucoup de développeurs de l'équipe de Prey qui sont partis. Quasiment 70% du staff ont démissionné ou sont partis. Ah oui, quand même. Parce que voilà, ça leur convenait pas. C'était pas comme ça qu'ils avaient l'habitude de travailler et sur des projets qui leur ressemblent pas. Donc ça a créé, tu vois, des vraies distorsions au sein même des équipes. Donc évidemment c'est compliqué de développer un jeu dans ce mood-là, si je puis dire. Et au rachat de Microsoft qui se passe en 2021, le studio espérait que Microsoft tape du poing sur la table et dise à ZeniMax, ce projet, il faut le stopper. Et au contraire, Microsoft a dit vous avez carte blanche, allez-y. Donc ZeniMax, voilà, ils ont continué à promouvoir ce projet au sein du studio Arcane et avec le résultat malheureusement qu'on connaît, à savoir cet échec un petit peu cuisant qui a même poussé Phil Spencer à s'excuser pour la qualité très perfectible du jeu. Donc voilà, ça, quand on va à l'encontre même de l'ADN d'un studio, Kira, on se rend bien compte que c'est compliqué. Hein. Tu remarqueras que c'est exactement ce que j'ai dit dans ma chronique sur Dead Island 3 et quand je comparais avec cette sortie, en fait, les deux jeux qui se ressemblaient. C'est un peu l'analyse que j'avais faite sans savoir vraiment l'envers du décor et comme quoi l'ADN d'un studio est primordial dans le développement d'un jeu et car ça se ressent tout de suite, en fait. Et là, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas naturel et que ça a été fait pour les mauvaises raisons, quoi. Tu vois, tu en as eu l'exemple et c'est vrai que je me l'étais noté dans mes notes. Tu avais eu cette analyse qui était très fine des circonstances qui ont poussé ce jeu à sortir, donc c'est un peu dommage. Et les premiers dégoûtés, ce qui est triste, c'est les gars d'Arcane parce qu'ils n'en voulaient pas de ce projet, parce que c'est pas eux. Eux, ils sont sur du jeu solo de qualité. Et ça aussi pose question. Hein. On sait que le marché aujourd'hui du jeu vidéo, Kira, il tend à faire davantage de jeux multi, davantage de jeux à service parce que c'est une façon aussi de faire rentrer du revenu pour financer des jeux solo plus massifs. Enfin bref,
Ça, c'est un exemple concret de, à mon sens, ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas dans l'industrie aujourd'hui. Oui, puis encore une fois, ils sont engouffrés dans une brèche, le jeu à service, composante multijoueur, avec des skins très proches, très colorés, on va dire, proches de ce qui est à la mode en ce moment. Donc c'était tellement en contradiction avec ce que savait faire Arkane que c'était... Enfin, je voyais même pas pourquoi ils ont confié le projet, en fait. C'est pas... Enfin oui, je sais pas, des fois les voies des jeux vidéo sont impénétrables. Ouais, c'était vraiment en plus purement mercantile, hein. C'était pour avoir un jeu à service en développement au sein du studio ZeniMax pour faire plaisir aux potentiels acheteurs. Donc non, c'est pour de mauvaises raisons. Et c'est ce qui me fait dire aussi, autre projet multijoueur pour une équipe solo brillante, The Last of Us multijoueur. On ne sait pas pourquoi ils veulent nous faire ça, mais en tout cas Naughty Dog est sur le sujet. Les équipes de Bungie, a priori, auraient donné un garde-fou de dire, attendez, votre jeu là pour l'instant, il faut encore le mûrir, il est pas top et tout. Bungie qui a vraiment une expertise très très forte dans ces jeux-là. Ben voilà, un très très bon studio de solo fait pas un très bon studio de multijoueur ou de jeux à service. Donc je pense que c'est bien de garder vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'ADN de tout à chacun, et c'est comme ça que l'expertise fait des bons jeux, à mon sens. Oui, puis ce qui est moche, c'est que c'est du coup le nom d'Arkane même, en fait, qui est entaché par cette grosse tâche de Redfall sur leur entre guillemets sur leur CV, quoi. Ça va être écrit en gros Redfall, quoi. Et c'est vrai que pour les gens qui prennent les jeux en cours, qui n'ont jamais testé les autres jeux du studio, les gens peuvent se dire oui, mais en fait non, ça m'intéresse peut-être pas. Donc c'est vraiment dommage. Pour changer, on va parler d'un autre truc cool qui n'a rien à voir. On va parler de Ryuga Gotoku, donc qui est le studio derrière les Yakuza, qui annonce le RGG Summer Summit 2023. Donc c'est une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent impérativement de voir ce que la licence Like a Dragon nous réserve. Le RGG Studio a annoncé ce week-end que son event aura lieu le 16 juin à 5h du matin chez nous. Donc là, on devrait savoir ce que la licence Like a Dragon propose dans l'année, mais pas que. Parmi les choses que j'espère voir, moi, donc c'est Like a Dragon Gaiden. Alors je vais pas vous dire le sous-titre, qui est un épisode spin-off censé faire un pont entre Yakuza 6 et Like a Dragon 8. Like a Dragon 8 qui lui aussi est prévu normalement cette année 2023, donc on n'a encore rien vu dessus, donc j'aimerais aussi le voir derrière. Et il y a des rumeurs comme quoi un remaster de Yakuza of the Dead sera également dans les tuyaux, donc à voir. En tout cas, la poule aux œufs d'or de Sega n'a pas fini de pondre. Et ils sont prolifiques en plus, et je crois, tu vas me contredire, mais les jeux sont quand même de qualité, et d'une qualité assez standard. Il y a peu de déceptions. Toi, je crois que tu en avais une par contre sur le dernier Ishin qui avait pas été trop ton délire, il me semble. Oui, c'est ça en fait. Moi, je suis toujours très satisfait par les jeux Yakuza. Like a Dragon Ishin ne m'a pas plu, mais pas pour des raisons comme quoi ce serait un mauvais jeu. C'est juste que j'ai trouvé que l'ADN Yakuza ne collait pas avec le Japon féodal, et je me suis pas mal ennuyé, parce que ce que j'aime bien dans les Yakuza, c'est me balader dans des villes photoréalistes proches de ce qu'on voit actuellement, comme Tokyo. Ce qui est pour moi un plus en termes d'immersion, le fait de s'arrêter dans une salle d'arcade pour jouer à un petit jeu, le côté Shenmue mais amélioré en fait. C'est vraiment ce que je recherche. Et dans le Ishin, c'est vraiment ce côté, on a une ville qui est beaucoup plus petite, donc remake oblige, donc remake remaster, on est plus proche du remaster. Les zones sont aussi plus restreintes, et du coup, comme c'est essentiellement des pagodes en bois, en fait, on n'a pas grand chose à faire dans ce jeu, quoi. Donc c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que moi je me suis pas plu, ça m'a pas plu. Moi pareil, si j'aime cette saga aussi, moins que toi, mais si je l'apprécie quand même beaucoup, c'est pour se balader en ville, faire des quêtes. Moi je me suis amusé à prendre toute la nourriture qui existait dans le jeu, faire tous les mini-jeux, les salles d'arcade. Enfin bref, pour moi c'est ça l'ADN des jeux Yakuza. Mais en tout cas c'est une formule qui marche bien, qui est populaire, donc ça fait plaisir de voir en tout cas cette Sega évoluer et continuer de grossir, c'est chouette. Oui, puis au-delà de ça, ils ont fait il y a les Yakuza, il y a quelques spin-offs, donc parce que Like a Dragon Ishin c'est un spin-off, mais on retrouve aussi la saga Judgment, donc les deux jeux que moi vraiment j'adore. On est sur vraiment un style différent, même si on reprend les mécaniques de Yakuza et le monde ouvert de l'ADN, on est vraiment dans quelque chose qui est plus typé enquête et polar. Je sais que j'ai adoré les deux, a priori il y aurait peut-être pas de troisième jeu, dans le sens où l'acteur qui sert à la motion
capture du héros aurait des problèmes de contrat entre sa boîte de presse et Sega, donc on ne sait pas s'il y aura une suite. Ah, mais en tout cas, ils sont, comme tu le dis, très prolifiques, surtout que même si c'est un gros studio, ils sont quand même 300, et ils sortent à peu près un jeu par an, avec 300 personnes. Enfin, les gars, ils tournent quand même, quoi. Donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Terminons sur une petite news qui, celle-ci, est surtout pour me faire plaisir. Après, voilà, j'espère qu'elle fera plaisir à nos auditeurs, mais je voulais parler de Ratchet & Clank, le dernier Rift Apart que j'avais personnellement adoré, donc qui avait été extrêmement bien accueilli par la critique, qui faisait partie du line-up donc des jeux de sortie de PS5. Donc 11 juin 2021, précisément sa sortie. Donc il est sorti sur PS5 et il arrive sur PC. Pourquoi j'ai adoré ce jeu ? À mon sens, c'était vraiment un des premières claques next-gen que j'ai prises avec ce fameux SSD, les mondes parallèles qui s'enchaînent avec les failles temporelles où tu passes d'un monde à l'autre en un claquement de doigts, et c'est complètement bluffant. Encore aujourd'hui, on n'a pas tant finalement d'utilisation du SSD que ça, à part des temps de chargement rapides. Mais Ratchet en est encore une parfaite illustration. J'avais adoré les personnages attachants, le gameplay hyper varié avec plein d'armes différentes, l'animation des personnages, les cinématiques, bref, il était dans mon top 3 des jeux de 2021. Je l'avais beaucoup apprécié, et d'ailleurs il est dispo dans le PS Plus pour ceux qui sont abonnés au PS Plus Extra. Et donc, la news étant, Sony continue d'investir dans le jeu PC à retardement entre guillemets, mais c'est voulu, on le sait, ils veulent d'abord assurer les jeux sur PS5 et ensuite sur PC avec 2-3 ans de décalage. Donc il y avait déjà eu les God of War, Spider-Man, Returnal, Horizon, Dagon, Sackboy, bref, plein de jeux PlayStation maintenant sont dispo sur PC, donc c'est surtout des exclusivités console. Et donc vous retrouverez facilement sur internet les différentes configs de PC qu'il faut avoir, mais vous doutez qu'il faut avoir un SSD assez solide quand même. Et petite chose intéressante, c'est le studio Nixes qui est aux commandes de ce portage, qui est aussi un studio récemment acquis par Sony, qui a cette spécificité de faire des très bons portages. Donc ça laisse espérer un portage de meilleure qualité que celui de The Last of Us sur PC, qui a été une énorme catastrophe. Là, les gars qui sont aux commandes, ils sont solides, et ça fait partie un peu de la stratégie de PlayStation d'investir dans du savoir-faire des studios. Ils ont racheté des studios qui ont des compétences, et là pour du portage, donc je trouve que c'est plutôt cool, et ça fera plaisir à nos joueurs PC, parce qu'encore une fois, moi c'est un jeu que j'ai adoré. Moi j'ai un ami qui me le survend, qui me dit de le faire absolument quand j'aurai la PlayStation. Donc c'est vrai que c'est un jeu que je vais tenter avec ce design un petit peu coloré et proche de Pixar. J'avais fait les anciens sur PlayStation 3 à l'époque. Bah oui, t'aimes bien toi. Et j'avais fait aussi le remake, je crois que c'était un remake qu'ils avaient sorti sur PS4. Donc je sais que j'avais beaucoup aimé l'ambiance et tout, et celui-ci, oui, me tente aussi pas mal. C'est vrai que j'ai pas mal de jeux là sur ma wishlist, on va dire, de PlayStation. De PS5. Voilà, entre Final Fantasy, Days Gone aussi, que je vais essayer, que j'ai un peu testé aussi cette semaine un soir. Ça m'a donné beaucoup envie. Pourtant, les jeux de zombies, je croyais en avoir ma sauce, parce qu'avec tout ce que j'ai fait dernièrement, mais non. Donc pourquoi pas. C'est un jeu à faire en tout cas. Ouais, un mix Sons of Anarchy et jeu de zombies. Mais je te prêterai en tout cas Ratchet, tu vas voir, très cool, puisqu'on peut encore se prêter les jeux, puisque je l'avais pas acheté en démat, je l'avais acheté en physique, donc profitons-en. Oui, c'est clair. Bientôt ça sera plus c'est très très cool. Alors, enchaînons sur le jeu de la semaine, qui est une exclusivité Microsoft, qui est Planet of Lana, un jeu que j'attendais énormément, mais que je peux pas jouer malheureusement, donc j'attendais ton test avec impatience. Donc un cinématique platformer dont tu vas nous parler tout de suite. Bah tu vois, je pense que c'est peut-être toi qui aurais dû le tester en fait, parce que moi je pense que c'est définitivement pas ma came, ce genre de jeu. C'est pas le genre de jeu que j'affectionne vraiment. Je l'ai fini, je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti, mais je ne suis pas un fan de ce genre d'expérience en fait. Et je pense que toi, avec ton regard plus expérimenté et de fan, t'aurais peut-être vu des choses différentes par rapport à moi. Donc moi ce test va être sous le prisme d'un novice dans le genre en fait. Voilà. Bah c'est très bien. C'est très bien. Planet of Lana, donc c'est donc un jeu Pulse Platform sorti en 2023, donc il est sorti fin du mois dernier, développé par Wishfully Studio pour et en exclu pour Microsoft, bien sûr. Donc ce jeu suit l'histoire d'une jeune fille nommée Lana et de son compagnon, un étrange animal lumineux, mi-chat, mi-singe, on va l'appeler un chienge. Ils se lancent dans un voyage périlleux pour sauver leur planète natale d'une menace robotique invasive. Lana et son
son petit compagnon doivent traverser des paysages magnifiques et hostiles, interagir avec des créatures étranges et résoudre des énigmes pour progresser dans leur quête. Donc ça, c'est le pitch. Qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement ? Donc nous avons donc un jeu visuellement magnifique avec des décors dessinés à la main qui transportent le joueur dans un monde imaginaire fascinant. L'attention est portée aux détails et remarquable à mon sens, et chacune des scènes est comme une œuvre d'art en mouvement, comme un tableau. On peut très facilement s'arrêter, faire un screen, l'imprimer et l'accrocher. Ça fait de belles images en tout cas. Cependant, malgré sa beauté visuelle, le gameplay de Planet of Lana est assez limité à mon sens. Je n'ai pas apprécié l'inertie du personnage dans ses mouvements, entre les tours sur place, qui m'est arrivé plein de fois, c'est appuyé à gauche, d'un coup il va dans l'autre sens, le saut tout droit à l'ancienne, ça m'a rappelé un peu les vieux Tomb Raider en fait, où quand elle voulait sauter, elle sautait droit, les bras en l'air. Genre, ah oui, c'est vrai. Donc voilà, ouais. Ça c'est le genre de mécanique que j'ai pas l'habitude de retrouver dans les jeux modernes, et c'est vrai que ça m'a un peu décontenancé au début. Les mécanismes de jeu sont assez simples et linéaires, ce qui peut entraîner une certaine monotonie au fil du temps. Les énigmes et les combats sont également assez prévisibles et simples, ce qui peut réduire le niveau de défi pour les joueurs expérimentés. Je n'ai pas galéré plus de 3 minutes sur une énigme, ça je te le dis clairement. Pour moi, c'est passé très très vite. Okay. La durée de vie du jeu est de 5 heures, ce qui peut paraître court, mais la qualité artistique est indéniable et on sent quand même que pendant ces 5 heures, toute la partie sensorielle, expérience, en fait, est bien intégrée, en fait, et donc on se retrouve sans réel temps mort, à proprement parler. J'ai quand même vu sur Internet que certains joueurs ont souhaité une expérience de jeu plus longue et plus approfondie, ce qui n'est pas mon cas concrètement, car malgré la beauté du titre, je me suis quand même ennuyé et j'ai dû me faire violence pour pouvoir le terminer. Il est pas très long, mais c'est vrai qu'arrivé au bout de 4 heures de jeu, j'avais l'impression que ça commençait à se répéter. Mais ça, encore une fois, c'est sous mon prisme à moi, en fait. D'autres personnes se sont senties beaucoup plus investies, donc encore une fois, sensoriellement. Et de là, ils ont émis le souhait d'avoir un jeu forcément plus long. C'est vrai que quand on aimerait bien que ça dure un petit peu plus longtemps. Je me rappelle d'une Metal il y a 15 jours, c'était pareil, j'aurais pas craché sur 2 heures de plus. Il faut savoir que certains joueurs, c'est le même cas en tout cas. La bande originale de Planet of Lana était composée par Jonas, alors c'est un Suédois, Gjelberg, je vais essayer de le prononcer à la suédoise, donc un compositeur, ma foi, fort talentueux. La musique est caractérisée par des mélodies envoûtantes, des arrangements atmosphériques et des textures sonores évocatrices. Elles accompagnent le joueur tout au long de son voyage sur la planète, renforçant l'expérience narrative et visuel du jeu. La musique de Planet of Lana mélange différents genres et styles, créant ainsi une atmosphère unique que je n'ai pas retrouvée dans un autre jeu, on va dire, équivalent. On retrouve des éléments de musique orchestrale avec des cordes et des cuivres, donc le classique, on va dire, qui ajoute une touche de grandeur et de beauté à l'aventure, mais en plus, on va retrouver certaines sonorités et mélodies plus électroniques, en fait. Ce qui va créer une atmosphère futuriste et mystérieuse, renforçant l'aspect science-fiction du jeu. Les textures sonores sont utilisées pour représenter les environnements, les machines, les créatures rencontrées tout au long de ce périple, ajoutant ainsi une dimension sonore immersive à l'expérience de jeu en fait. Et j'en viens au fait que du coup, autant ils ont beaucoup communiqué sur la partie graphique fait à la main, mais en fait la partie sound design est vraiment entremêlée avec cet aspect graphique. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour moi c'est vraiment une pépite de sound design en fait. La musique est non seulement présente pendant les séquences de gameplay, mais elle est également utilisée pour raconter l'histoire du jeu. Des thèmes musicaux évoluent au fil de l'aventure, reflétant les émotions et les événements vécus par les personnages. La musique de ce jeu a un style tellement particulier en fait qu'il y a des moments elle m'a déprimé en fait. Ah oui. Oui, vu que c'est un jeu en fait, c'est aussi ça que j'ai un petit peu, c'est pour ça que j'ai eu du mal en fait à finir ce jeu, c'est que le fait d'être il y a un twist scénaristique au début qui fait qu'on part à l'aventure, mais le fait de se retrouver tout seul avec ce petit animal en fait dans un monde figé, on va dire, donc un peu solitude. Voilà, ce côté très solitaire en fait avec cette musique qui se marie habilement d'un coup entre la partie
symphonique, la partie électronique, avec des sons, des réverbérations, des choses comme ça, en fait, bah moi, je me suis senti un peu vraiment déprimé. Il y a des moments, j'ai un peu badé, en fait. Je me suis dit, bon, je suis en train de jouer à quoi, en fait? C'est pas trop ce que je recherche quand je joue à un jeu vidéo. J'ai envie de m'amuser un petit peu. Là, j'étais dans quelque chose d'un petit peu plus lourd, ce qui contraste beaucoup avec ce qu'on voit à l'image, où c'est très beau, très enchanteur, coloré, avec des effets de lumière. Ouais. Il y a des moments où je me suis cru dans un Ghibli avec des espèces de petites tentacules noires ou des petites bestioles qui avancent, comme dans le voyage de Chihiro, par exemple. Et c'est vrai que entre ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je ressentais, en fait, il y avait un contraste qui était assez saisissant. En conclusion, Planet of Lana est un jeu qui brille par sa beauté visuelle et sonore, mais qui peut laisser les joueurs sensibles à la proposition sur leur fin, en termes de gameplay et de durée de vie. Je le recommande si vous êtes un aficionados des jeux d'aventure atmosphériques, avec des visuels travaillés, cela pourrait être une expérience intéressante pour vous. Cependant, si vous cherchez du défi, plus stimulant, ou une expérience de jeu plus longue, vous pourriez être déçu. Je vous conseille aussi d'être dans un bon mood, du coup ça peut aider. Au niveau des plus et des moins, moi j'ai écrit la direction artistique, dans les plus bien sûr, la musique et le sound design. Ça c'est les trois vraiment éléments les plus importants que j'ai retirés de cette expérience. Et au niveau des moins, j'ai noté le gameplay trop rigide, et j'ai écrit en dessous, chiant comme un dimanche pluvieux, voire même déprimant par moment. Ah oui, d'accord. Ça reflète un petit peu ce que j'ai ressenti en jouant à... Ton sentiment, ouais. Voilà, okay. à ce jeu. Donc encore une fois, c'est pas ma came de base, en fait, donc ça peut intéresser plusieurs personnes. C'est une expérience à faire, donc à vous de voir si ça vous intéresse. 5 heures, ça se fait quand même assez vite. Moi, je me posais une question en t'écoutant et en regardant un petit peu les trailers. Quelles sont les interactions qu'on a avec cette petite bête, du coup, le chien-chat bizarre, là qu'est-ce qu'on fait avec, finalement ? En fait, c'est ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'on fait pas grand-chose. On va lui dire d'aller à un endroit particulier, de nous suivre, de s'arrêter, donc on peut s'en servir, par exemple, pour activer une passerelle, voilà, un levier. Il peut, grâce à son regard, en fait, hypnotiser des bestioles, en fait. Et Lana, avec sa pierre, elle a une espèce de petite pierre qu'elle va trouver un moment, lui permet justement de pouvoir bouger ces animaux d'une certaine manière. Ce qui lui permettra de, par exemple, vider un lac en siphonnant la flotte. Et là, on va devoir doser, en fait, si on veut siphonner la flotte jusqu'au bout ou pas. Parce que, par exemple, le petit chien, le petit chienge, ne va pas dans l'eau, en fait. Donc, il faut pouvoir le faire avancer malgré tout. Donc, en allant chercher des bûches qui flottent ou des choses comme ça, en fait. Ah oui, d'accord. On peut lui dire d'aller à un endroit pour nous envoyer une corde, par exemple. Mais après, il y a 2-3 autres mécaniques qui arrivent un petit peu plus tard, mais je vais éviter de spoiler. Mais on peut se retrouver, en fait, avec un système très répétitif du j'arrive à un endroit, d'accord, je vais l'envoyer là, il va faire telle chose, en faisant telle chose, moi je vais faire telle chose, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai trouvé les énigmes très faciles, en fait. Dans ce genre de jeu, j'imaginais davantage des énigmes plus retors, en fait, un peu en mode point and click, tu vois. Là, on était vraiment sur quelque chose de très simple. C'est un jeu... que je pourrais conseiller à un enfant de 11-12 ans, en fait, qui pourrait avoir un petit dessin animé à regarder, entre guillemets, et derrière, qui pourrait faire ses énigmes sans trop galérer, en fait. Donc c'est plus un jeu familial, on va dire. En plus, là, ça a l'air d'être du déjà vu, en termes de mécanique, tu vois, tu me parlais de emmener la bête pour un levier, gérer des niveaux d'eau, etc. On a déjà vu ça dans le Plague Tale, enfin, c'est des choses qu'on a déjà vues, en tout cas. Donc c'est peut-être cette frustration que tu as pu ressentir aussi dans le gameplay, quoi. Je pense, et puis aussi quand toi tu regardes, il y a Limbo que tu aimes beaucoup d'ailleurs, et le jeu que tu avais testé la dernière fois des créateurs de Limbo, c'était... Alors j'allais en parler, Inside. Voilà, Inside. En fait, au niveau c'est les mêmes mécaniques. Vraiment, c'est les mêmes mécaniques du jeu, la patte graphique est différente, mais on se retrouve vraiment dans un jeu plus ou moins copié-collé, en fait. Non pas que ce soit mauvais, quand la recette est bonne, autant l'appliquer, mais j'attendais quelque chose de plus, peut-être de plus novateur, de plus avant-gardiste, en fait. Et là, je me suis retrouvé sur quelque chose de simple, en fait, et au-delà de l'aspect graphique et sonore, qui sont vraiment somptueux, pour tout ce qui est de la partie gameplay, ça ronronne, quoi. C'est toujours la même chose. Je te comprends complètement, parce que c'est un style de jeu à part entière quand même, hein. C'est vrai que tu l'as dit, c'est complètement ma came. Donc j'aurais pu avoir accès au jeu, je l'aurais fait direct et peut-être avec un regard différent. Bien que sur certaines mécaniques, franchement, de ce que tu en décris, tes arguments sont complètement légitimes. S'il y a cette redondance, ça peut être gênant. Donc moi j'avais fait en effet Inside, épisode 6 de la Taverne du Gamer, et tu avais fait en même temps
pendant le test, tu sais, de Resident Evil Village, Shadow of Roses, le DLC, ouais, exactement. Donc moi, je suis un énorme fan d'Inside, qui m'avait été d'ailleurs proposé par un auditeur à cette époque, et tous ces jeux de cinématique platformer, comme on dit. Donc tu as cité Limbo, on a Flashback, Another World, tu vois, les ancêtres qui ont créé un petit peu le genre, Lunark qui s'en est inspiré. Enfin bref, tous ces jeux-là, c'est complètement ma came, mais je me dis que c'est pas du jeu, enfin c'est pas pour tout le monde non plus, parce que dans ce que tu as ressenti, je pense que il y a plein de gens qui vont se retrouver dans ton test plutôt que dans le mien que j'aurais fait avec un regard de personnes qui adorent ce genre. C'est peut-être mon test à moi qui aurait été tu vois, plus qui aurait été moins grand public que le tien, qui à mon sens c'est le regard d'une personne qui teste le jeu. Et en plus le Game Pass va favoriser que ce soit des joueurs comme toi qui y touchent plutôt que moi qui suis comme je te dis un aficionados du genre. C'est ça, et un peu comme Pentiment, le jeu que j'ai adoré l'année dernière. C'est un jeu en fait qui est accessible donc facilement via le Game Pass console et PC. Les gens peuvent le tester 5-10 minutes et s'arrêter en fait. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est pour ça que je suis allé jusqu'au bout. Mais c'est bien. Mais les gens peuvent abandonner assez facilement. Donc ça permettrait aussi de, comme tu dis, de le faire découvrir au plus grand nombre. Mais on est encore une fois sur une belle exclue, certes, mais ça reste une petite exclue. Après, juste avant l'enregistrement du podcast, j'ai regardé un peu les notes. D'habitude, j'attends après. J'ai regardé un peu les notes des autres, des autres collègues. Et c'est vrai que je vois du 9 sur 10, du 18 sur 20, le chef-d'œuvre ultime et tout. Et en fait, quand j'ai lu, juste certains résumés, je vois que je suis pas en accord avec tout ça, en fait. Donc, je pense que c'est dû aussi à ma sensibilité et puis à ma perception bien personnelle et subjective dans ma façon de jouer, en tout cas. Comme quoi, un test ne reflète pas forcément l'avis de tout le monde et le meilleur avis, c'est le vôtre, en fait. Donc, faites-vous votre avis directement. Ça vous permettrait déjà de savoir un petit peu ce qu'il en est, quoi. Et c'est pour ça que c'est très bien, c'est pertinent si c'est toi qui le fais plutôt que moi, parce que je te dis, j'aurais peut-être sorti, peut-être pas le mot chef-d'œuvre, mais j'aurais sorti, en tout cas, ma hype était très forte. Ouais. Donc j'aurais été, tu vois, peut-être sur un ton différent. Tu aurais été enthousiaste. Par contre, unanimement, je me suis pas mal rencardé sur le jeu parce que je peux pas y jouer, mais unanimement, quelque chose que tu as dit est revenu partout, c'est la qualité de la bande son. Et pour dire, je l'écoute du coup sur Apple Music. Enfin, à chaque fois, on fait pas de placement pour Apple, hein, on n'est pas payé par eux. Mais en tout cas, la bande son est dispo sur Apple Music. Et à la composition, donc tu en as parlé, il y a aussi Takeshi Furukawa, qui est le compositeur de The Last Guardian, qui a fait GoldenEye et qui a fait aussi des musiques pour des séries comme Mythic Quest. Tu sais, oui. La série dont on parlait sur Apple TV aussi. Il a fait des musiques de Star Trek, Enterprise, The Clone Wars, pour Star Wars ce coup-ci. Il travaille sur Avatar, le jeu qui va sortir en 2023. Donc, de partout, j'ai vu que la musique, exactement comme tu l'as dit, revenait comme étant absolument sublime. Et du coup, je me suis laissé emporter. Et c'est vrai que l'orchestration est très, très, très belle. C'est vraiment un chef-d'œuvre de musique. C'est vrai que le gars, c'est pas Joel Clodo, ça se ressent. Et c'est pour ça que d'habitude, j'appuie pas autant la partie musique dans mes tests. Mais là, ça fait tellement partie intégrante de l'expérience, en fait, que je pouvais pas passer à côté parce que c'est un tout. Et j'ai essayé un moment, parce qu'à un moment, comme le jeu me faisait bader, vraiment, j'ai essayé de jouer sans musique, en fait, pour voir. Et c'est vrai que la musique joue beaucoup dans ce sentiment, en fait. Donc, je sais pas à quelle fréquence ils utilisent ou quoi. Mais je sais que moi, de mon côté, voilà, quoi. Ils sont rentrés dans ton cerveau avec la vie, c'est de la merde. Voilà. Donc, ouais, non, si c'est le but recherché, en tout cas, ça marche. Cette sensation de solitude est bien présente, en tout cas. Ça, je vous le confirme. Et j'en profite, Kira, nos amis de Sœurs d'édition ont aussi, dans leur dernier podcast, fait le test et la chronique de Planet of Lana, où c'est Nico qui a fait la chronique, qui revient plus en détail sur les cinématiques platformers, avec beaucoup de talent, hein. On connaît leur qualité d'écriture, donc n'hésitez pas aussi à aller les écouter, ça donnera un avis un petit peu différent du tien, Kira, et c'est toujours intéressant. Ah oui, exactement. Bon, c'était le test de Planet of Lana. Donc dispo dans le Game Pass, donc profitez-en. 4-5 heures de jeu, tu as dit, donc c'est à la portée de tous. C'est rien que pour sa DA et sa musique. Oui, ça se fait vite. C'est à tester quand même, si je résume. Ça plaira pas à tout le monde, mais c'est à tester pour la DA et la musique. Avant d'attaquer le sujet hors sujet, peux-tu, Kira, s'il te plaît, petit rappel de nos réseaux sociaux,
Enfin voilà, un petit mot d'auto-promo comme on aime le faire. Alors vous pouvez nous retrouver sur notre site web latavernedugamer.fr où vous allez retrouver l'intégralité de tous nos podcasts sans identification, j'entends bien, donc ce qui peut être pratique. Vous pouvez avoir accès également au fil d'actualité Twitter qui est animé par Sid, donc via le site internet ou via Twitter directement. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Vous avez également la page Facebook que j'anime aussi sporadiquement avec dessus les nouveautés, les épisodes en cours, les choses comme ça. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les applications de podcast. C'est vrai qu'on le dit maintenant depuis 2-3 semaines, mais c'est vrai qu'on en a en ce moment et notre référencement est bien monté. Voilà, donc merci à vous en tout cas parce que c'est vrai que c'est grâce à vous qu'on commence à se faire reconnaître déjà. Quand on tape maintenant jeux vidéo sur les applications de podcast, voilà, on arrive vraiment dans la première page en fait, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est grâce à vos notes en tout cas. Donc merci à vous du fond du cœur, ça fait plaisir. Ouais, carrément, je m'associe à ces remerciements. Et en plus, à chaque fois qu'on a un commentaire, moi je reçois un pop-up par mail, je l'envoie tout de suite, le screen je te l'envoie Kira, et à chaque fois, ça, en plus de nous aider pour le référencement qui est quelque chose de technique, ça fait plaisir ça fait chaud au cœur parce que ça nous donne une force, vous imaginez pas. Ceci étant dit, on va attaquer notre sujet hors sujet. Donc pareil, ça fait partie un petit peu de nos traditions de pas parler que de jeux vidéo, mais parler aussi de ce que l'on aime. Je suis un passionné de manga, donc aujourd'hui je vais vous parler de Frieren. Donc un manga qui a été conseillé par un ami, Mehdi, que je salue et que je remercie, qui est aux éditions Kiun. Donc un très bon éditeur, en plus j'adore. J'ai plein de choses qu'ils font. Last Hero, Inuyashiki, Hubble Blade, tous les Tetsuya Tsutsui qui sont des très très bons mangas, des one-shots vraiment un peu cérébraux et tout, qui sont vraiment cool. Enfin, un éditeur que j'adore. Et là, on est avec Frieren sur de l'heroic fantasy, dans la plus pure tradition de ce que le grand maître Tolkien a fait, donc moyenâgeux, il y a des démons, il y a des nains, il y a des elfes, il y a des guerriers, il y a des mages. Donc jusque-là, Kira, on n'est pas dépaysé par l'univers. Oui, c'est du classique. Mais du bon classique. Du bon classique, mais je te raconte tout de suite le synopsis et tu vas voir que c'est très, très étonnant. Donc, l'histoire commence avec un groupe de héros qui viennent de tuer le Big Boss. Ça y est, première page du manga, la quête est finie, le groupe de héros a tué le roi démon. Ah ok, en effet. Et ils reviennent victorieux de leur croisade. Après une croisade qui a pris en plus plus de 10 ans, ils reviennent victorieux. Et à la tête de ce héros, on a un chevalier, un guerrier fort, courageux, qui s'appelle Himmel. Donc le stéréotype, c'est Aragorn, quoi. C'est vraiment, il est là, il est beau, il est fort, il a gagné, c'est le héros. Et dans ce groupe, il y a un nain, un prêtre, un mage, qui est une elfe qui s'appelle Frieren. Et donc, fort de leur victoire qui leur ramène tous les honneurs, ce groupe d'amis, leur quête étant finie, décide de se séparer après 10 ans passés à tuer le roi démon. Donc ça, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est dans les toutes premières pages. Et ils se font la promesse de se retrouver dans 50 ans. D'accord. 50 ans, chose qu'ils font. Donc pareil, on est au tout début du manga, il y a absolument quasi aucun spoil. Donc ils se font cette promesse. Frieren, le personnage que l'on va suivre, qui est l'héroïne du coup, part un petit peu en vadrouille et revient 50 ans après. Elle, évidemment, n'a absolument pas changé d'un iota parce que c'est une elfe avec leur longévité extrême comme on le reconnaît, sauf qu'elle va retrouver 50 ans après ce groupe qui n'est plus du tout le même parce que certains ont vieilli, certains malheureusement ont passé l'arme à gauche. Enfin bref, ce manga prend place avec ce contexte-là, post-bataille, post-quête, avec ce groupe de héros qui a complètement changé. C'est pour ça que je te disais que c'est de l'heroic fantasy, mais pas comme les autres, parce que comme tu l'as remarqué, on commence par la fin. En fait, l'histoire est terminée. La quête, le grand méchant est battu. Donc ça, c'est très très inhabituel. C'est clair. Et le début, qui normalement dans l'heroic fantasy, c'est plutôt la promesse d'une grande épopée, quelque chose de épique, là commence finalement sur quelque chose d'assez doux, plutôt, tu vois, mélancolique, un peu triste. Crépuscule, quoi. Donc ce qui change complètement avec les standards de l'heroic fantasy. Et pour une fois, on s'intéresse pas à la quête en elle-même, mais on s'intéresse à ses répercussions, ce que ça va laisser sur ce groupe et ce que ça va laisser justement sur ce personnage de Frieren qui, elle, va continuer à vivre très longtemps après avoir changé le monde, après avoir sauvé le monde. Et ça, tu vois, c'est un élément que je crois
de mémoire, quasiment inédit. Parce que de l'heroic fantasy... Ouais, j'en ai pas entendu non plus, ouais. Bah moi non plus. L'heroic fantasy, tu le sais, j'en abats des caisses. J'adore ça, c'est ce que je préfère, surtout du moyenâgeux comme ça. Et là, c'est vraiment très très différent. Donc l'heroic fantasy, comme je le disais, normalement la promesse d'une aventure excitante, etc., difficile. Là, vraiment, on prend place après la bataille. Et cette histoire de temporalité, on va voir qu'elle est vraiment centrale dans ce manga, parce que au-delà du fait qu'on arrive après la bataille, ce qui bouscule les codes, c'est qu'on est avec un personnage qui n'a pas du tout la même vision des choses que nous. Elle vit plus de 1000 ans, donc déjà sa petite quête, une quête d'une vie, que le groupe a fait de 10 ans pour tuer le roi démon, pour elle c'est un claquement de doigts. Et aussi, chose qui est très très marquante, donc pourquoi je dis que cette temporalité bouscule vraiment les codes de l'heroic fantasy, c'est que sur la timeline par exemple, habituellement on voit 5 ans après, 10 ans après, là la timeline est donnée comme étant 28 ans après la mort de tel personnage, 10 ans après la mort de tel personnage. On reprend après un élément dramatique en fait. Exactement. En fait, c'est vraiment un regard complètement différent sur la notion du temps, et c'est ça que j'ai trouvé très bien. Pour donner d'autres exemples de ce prisme du regard des elfes qui change par rapport à notre vision des choses, c'est que à un moment ils arrivent dans un village, Frieren arrive dans un village qu'elle doit traverser simplement, sauf que ce village est bloqué et on lui annonce je suis désolé, il va falloir rester dans ce village pendant X années, pendant 4 ans. Et pour elle, nous, en lecteur, tu te dis, mince, ça va être bloqué 4 ans quand même au même endroit, alors qu'elle doit aller d'un point A à un point B. Pour elle, elle dit, bon, ok, pas de souci, parce que 4 ans, c'est absolument rien. Et du coup, ça donne lieu à, on la voit évoluer pendant ce temps-là, dans ce village. Elle se fait des amis, elle développe sa magie, elle aide les habitants, etc. Donc, c'est des petites tranches de vie comme ça qui s'enchaînent et qui est hyper, hyper intéressante. D'accord. Et en plus, un autre petit exemple, à un moment, elle croise un elfe, donc un autre elfe, donc ça c'est un mini tout petit spoil, je dirais pas qu'est-ce qui se passe, mais elle croise un autre elfe donc qui lui aussi a une longévité très très forte, qui est un parfait inconnu dans le monde actuel que l'on est en train de lire, sauf que visiblement ce qu'il laisse sous-entendre c'est que par le passé c'était quelqu'un de très très connu. Et voilà, on en reste là sans en savoir davantage, mais le manga nous explique que vous voyez, le temps passe, en fait, que les choses finissent... Les gens oublient, ouais. Par effacer un petit peu tout. Exactement. Et tu vois, c'est ça que le manga distille et amène petit à petit. Toute cette notion de temps qui est finalement très subjective, qui dépend des uns des autres. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très... très très brillant. Donc ceci étant dit, donc le manga donc évolue lui aussi, il s'offre le luxe d'évoluer aussi. Donc on commence par des petites tranches de vie, il finit par monter en puissance parce que Frieren va continuer à barouder un peu sans but pour le coup puisque sa quête est finie, mais elle va se promener, elle va constituer d'autres compagnons, etc., d'autres quêtes, et petit à petit on va rentrer vraiment dans un vrai côté shonen qui va se développer. Donc je dirais pas trop, mais vraiment ça monte vraiment en puissance au fil des tomes. Ouais. Donc en ça faut pas s'inquiéter parce que je dis la quête est finie, il y a rien à faire, mais au final il y a des enjeux qui commencent à s'installer, des personnages qui commencent à arriver, donc c'est vraiment très très cool. Et donc pour rester toujours dans avant de conclure dans cette partie temporalité et cette notion au temps, Frieren est le personnage évidemment central. Donc elle a un aspect assez juvénile, on dirait une enfant elfe presque, malgré qu'elle ait plus de 1000 ans. Donc elle a ce côté un petit peu désinvolture, tu sais, qu'ont les elfes, mais finalement elle est, je trouve, hyper attachante parce que malgré ses X années, elle fait l'enfant pourri gâté, elle est capricieuse, elle aime les grasses matinées, elle traîne les pieds quand c'est tôt le matin, elle préfère qu'on la porte, tu vois, sur son dos plutôt que marcher. Donc elle a ce côté hyper attachant et mignon. Mais en même temps, il y a une vraie ambivalence dans ce personnage parce qu'elle est extrêmement froide et sans pitié quand elle se met à combattre, parce qu'il y a des combats de magie dans Frieren. Et on mesure la puissance, pour vous donner un ordre d'idée, des démons et des mages à leur âge. Et j'ai donné son âge tout à l'heure, donc je vous laisse imaginer le niveau de puissance qu'a ce personnage. Oui, c'est clair. Et rien que pour ça, tu vois, ça donne des moments très forts qui hérissent un petit peu les poils quand vraiment elle se met en mode combat. Et ce personnage central qui est fort ne laisse quand même de la place à d'autres compagnons d'aventure qui sont extrêmement attachants, bien développés. Donc c'est un manga vraiment très très complet.
Donc pour conclure, donc ce manga, comme je l'ai dit, il a le temps vraiment comme boussole, et cette héroïne un petit peu attachante qui fixe un petit peu le cap de ce manga. On est vraiment parti dans un voyage apaisant, drôle, efficace, avec une trame de fond, comme vous l'aurez compris, qui est basée sur le temps, qui est vraiment très précieux. C'est le message de fond de ce manga, donc il se paye le luxe d'avoir un vrai message de fond. Et donc faites-moi confiance, il faut absolument lire Free Eren, ce sera pas du temps de perdu. En tout cas, ça a l'air intéressant, le côté venir après la bataille, en fait, après le but de tout ce qui est récit heroic fantasy, en fait, après. Se concentrer sur l'après. Ils ont gagné. Après, est-ce que ça peut créer des enjeux ou pas? Parce que c'est vrai que quand l'enjeu principal a été bouclé, on va dire avant même l'histoire principale, est-ce qu'on n'a pas cette sensation d'arriver après la bataille du coup? Concrètement, c'est le cas, mais de vraiment arriver après la bataille. C'est génial ce que tu dis, parce qu'on arrive complètement après la bataille. En fait, la première page, c'est les festivités de la bataille qui est finie. Donc tu te dis, mais je suis où là? Et en fait, donc en effet, elle arrive après la bataille, mais il y a des enjeux qui s'installent. Donc je les spoilerai pas, mais oui, c'est un manga où il y a des enjeux, où il y a un but, et elle-même s'est fixé un but un peu personnel, qui est de retracer un petit peu l'histoire de ses compagnons qu'elle n'avait pas vu pendant 50 ans, parce que comme je disais, ils se sont donné rendez-vous 50 ans après. Et là, comme elle les voit un petit peu décrépits, ils sont vieux, quoi. Elle se dit, bah mince, j'aurais préféré peut-être un petit peu les connaître. Donc elle va parcourir le monde pour regarder un petit peu ce que leur quête, le bien qu'ils ont fait autour d'eux, ce qu'ils ont accompli. Et c'est sur cette trame, tu vois, de fond que le manga s'installe. Donc c'est haletant. Il y a quand même de l'intérêt à lire, parce que tu as raison, au premier approche, c'est ce que ça pourrait faire peur, mais il y a un vrai intérêt à lire. Ouais, c'est vrai. Ça me fait un peu penser à Impitoyable aussi, un vieux film, un western avec Clint Eastwood, en fait, d'un vieux hors-la-loi qui vit reclus avec sa famille au fin fond du Texas, je crois, et puis un jour on vient lui demander de faire une espèce de mission, du coup, sauf que ce mec-là, personne ne le connaît, et au fur et à mesure, tu comprends vraiment qui il est, en fait. Donc en gros, c'est pareil, il est à l'article de la mort, tu vois. On arrive vraiment après la bataille, après sa vie, en fait. Et c'est là qu'on comprend vraiment ce qu'a fait cette personne. Et c'est vrai que, bon, j'extrapole un peu, hein, mais ça me fait penser un petit peu à ça, ce que tu racontes. Non, mais c'est intéressant, et c'est marrant voilà, ces œuvres qui jouent avec le temps passé, le temps perdu. Ça peut faire écho chez certains lecteurs. Tu te dis, c'est vrai que pour elle, l'elfe a dit 10 ans, c'est rien, mais pour nous, 10 ans, c'est une vraie tranche de vie, quoi. Il se passe 1 million de choses en 10 ans. Donc, tu vois, ça renvoie aussi le lecteur sur ses propres préoccupations, et j'ai trouvé ça vraiment brillant. Donc, c'est encore en cours, 8 tomes aujourd'hui, 8 tomes que j'ai dévorés, donc franchement, je vous le conseille. C'est très, très bien. Et c'est tout public ou c'est pas un public averti? Non, ça va, c'est tout public. Et ben, ceci clôture notre podcast. Épisode 32. Voilà, celui qui a fait le test à l'honneur du mot de la fin, donc Kira. Qu'est-ce que tu souhaites dire à nos auditeurs pour clôturer? Est-ce que tu vas nous faire un peu de teasing qu'on ne suivra pas comme d'habitude, ou est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Alors, je ne vais pas m'avancer dans quelconque teasing pour la semaine prochaine, je t'avoue. Je sais que c'est moi qui vais être sur le sujet hors sujet, j'en ai plusieurs en cours, donc je vais voir lequel sera terminé en premier. J'ai encore une très très grosse semaine de travail la semaine prochaine, donc c'est pour ça que je vais y aller vraiment à tâtons. Donc toi, tu peux peut-être nous faire un petit peu de teasing. Par contre, est-ce que tu as ton test en cours? De quoi ça va parler? Est-ce que tu peux nous donner un indice? Je vais donner un petit indice sans dire le jeu. C'est pas un jeu très très connu par contre. En héros et héroïne, il y a 2 elfes aussi. C'est une licence qui a plusieurs dizaines d'années. Le jeu est sorti il y a peu de temps. Il fait un petit peu parler de lui. On peut même coller des objets entre eux. On peut escalader des trucs, combattre des démons. Enfin bref, je vous laisse Diablo 4. imaginer. Voilà, tout à fait, Diablo 4. Non, je vais vous parler de Redfall. Non, mais un jeu qui commence par Z, si jamais vous n'aviez pas compris. Un jeu que si vous essayez de rechercher un truc dessus sur YouTube, vous allez avoir tellement de vidéos que vous n'allez pas retrouver ce que vous recherchez. C'est une petite dédicace à un ami que j'ai vu qui voulait montrer une vidéo sur le sujet, et on a galéré à la trouver du coup, parce qu'on va trouver à ce moment-là pile ce genre de vidéo. Le jeu foisonne. Et nous aussi, on fera un test sur ce jeu très connu. Et pour le mot de la fin, écoutez, merci encore, bonne écoute, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, et puis bonne semaine à vous, à la semaine prochaine. Ciao.